Alors, bonjour chez vous. Mon nom est Emmanuel Choquette. Je suis politologue et je suis particulièrement content de pouvoir vous présenter la première d'une longue série, j'espère, de balados de l'Observatoire de l'humour, les balados de l'OH. Et pour débuter cette aventure, je compte sur la présence de deux invités exceptionnels. Tout d'abord, puis là, ben, je vais prendre mes petites notes parce que je veux, je voulais pas dire des âneries. Alors, tout d'abord, Lucie Joubert, professeure titulaire en littérature et oserais-je dire retraitée. Du moins, c'est ce qui est Oui, ah oui, écrit. il faut le dire. Je n'ai pas honte. C'est un choix OK. pleinement assumé. Bon. Alors, Lucie Joubert, professeure titulaire en littérature et retraitée à l'Université d'Ottawa. Elle a publié plusieurs ouvrages et textes traitant de l'humour. Elle a dirigé deux ouvrages collectifs en la matière, notamment Les Cyniques, le rire de la Révolution tranquille, avec l'historien Robert Aird, ainsi que Rock et belles oreilles, analyse de l'œuvre d'un groupe mythique avec la chercheure Christelle Paré. Lucie Joubert est membre fondatrice, je ne me trompe pas, Lucie, fondatrice aussi, membre de, en tout cas, aux origines, au début? Très, 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 très proche de l'OH, mais ce n'est pas moi qui ai fondé l'OH. Non, OK, mais en tout Non, cas, mais membre de tous les j'ai premières pris heures. le train en marche tout de suite, il faut le dire. Je suis très contente. Donc, dans les wagons de tête du train de l'Observatoire de l'humour depuis un bon moment, donc membre d'Observatoire. Bonjour Lucie, merci. Bonjour. Et Louise Richer, diplômée en psychologie et enseignante dans une vie antérieure. Et là, je cite ce qu'on retrouve sur le site de l'OH. Louise Richer est directrice, dois-je le rappeler, générale, fondatrice de l'École nationale de l'humour, l'ENH, porte-parole avérée et figure emblématique du milieu de l'humour. Louise Richer stimule les discussions sur la place et le rôle de l'humour dans la société en organisant, entre autres, les premiers colloques de réflexion sur le sujet au Québec et là, je pense que je ne me trompe pas, on a la fondatrice de l'Observatoire de l'humour, visiblement animée d'une volonté d'aller toujours plus loin, Louise Richer a complété un EMBA à l'Université McGill en 2015. Et là, ben, je vais m'arrêter là. Bonjour, Louise. Bonjour. Moi, j'ai tout de suite une précision à faire. Effectivement, Lucie Joubert n'était pas des premières heures, mais des suivantes, mais elle est aujourd'hui présidente de l'Observatoire de l'humour. J'aimerais bien qu'on le précise. Un poste nouveau en pandémie. Oui, Ça occupe le temps. Ah, c'est oui, son poste de retraité. Alors, une retraitée impliquée. Alors, voilà. Puis on est très, très, oui. très chanceux de l'avoir. Voilà. Exact. Et j'en suis témoin. J'en suis témoin. J'en suis témoin. Merci. Hey, merci à vous deux d'être là. C'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir compter sur vous pour démarrer ces balados-là. Vous savez, je vous ai demandé tous les deux d'être pour la première parce que je voulais d'abord, au début, poser la réflexion sur l'état de l'humour, on pourrait dire. Puis là, je sais qu'on ne fera pas le tour de la question, puis il y a bien des angles morts. Puis on aura l'opportunité d'en discuter dans d'autres balados. Mais je voulais qu'on place un peu cet état-là au départ, notamment sur, en raison de tout ce qui se dit je dirais, actuellement, à travers les médias, dans l'espace public, sur l'humour, sur la question de la liberté d'expression, sur la question de certains parlent de censure, sur la diversité en humour, sur de quoi peut-on rire, de quoi peut-on pas rire, etc. Bref, toutes des questions qui démontrent de façon assez claire, me semble-t-il, que l'humour, c'est plus qu'une blague. Hein? L'humour, faut prendre ça au sérieux dans une certaine mesure. Euh, mais avant d'aborder j'ai fait une longue introduction, là, mais avant d'aborder ces éléments-là de façon précise, est-ce que l'Observatoire de l'humour, quelle est l'idée derrière la création d'un observatoire? Est-ce que c'est justement d'observer euh, l'humour comme ça sur toutes ses coutures? Je commence par toi, Louise. En fait, l'élément déclencheur, ou en tout cas le levier principal, c'était, je dis dès le départ, en tout cas, je ne vais pas remonter trop loin, faire une genèse qui va s'allonger indûment. C'est que, en tout cas, au moment de la création d'école, j'ai
de façon un peu surprenante pour moi, j'étais vraisemblablement très naïve et je pense que je le suis encore un peu. Je ne pensais pas que ça allait être une épopée de cette ampleur et que la résistance allait être plus que manifeste et explicite et haut et fort, une incompréhension totale, comme si c'était une incongruité, qu'on puisse même penser qu'un lieu de formation, qu'une formation professionnelle pour créateurs en humour puisse exister parce que l'humour, c'est pas un art, parce que l'humour, ça s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Alors, il y avait maintes façons, les tirs venaient de tous côtés. Et lors des premières années, voire décennies, il y a eu un gros travail de démonstration de la pertinence, de la légitimité. Et en parallèle de ça, c'est en tout cas une démarche fondamentale de valorisation et de l'école et de la discipline. On en parlera justement avec l'état de l'humour, mais c'est assez incroyable. Je ne pensais pas avoir à enfiler les gants de boxe de façon et de me retrouver sur les rings médiatiques. De façon aussi, je dirais même violente. Je dis souvent aussi, je vais écrire un jour un livre et ça s'intitulera « J'ai rencontré le mépris ». Alors voilà. Ah oui, à ce point. Je prends le temps de vous partager ça parce que, compte tenu effectivement de la réaction, de ces vents contraires-là qui soufflaient très fort, il y avait récuremment des débats qui partaient, que ce soit dans un journal, un article où on se plaignait de la pauvreté de la langue des humoristes, à quel point ils étaient peut-être même responsables de la dégradation du parler français ou du parler québécois. On parlait que donc vulgarité et inculture et une langue complètement comment dirais-je, qui ne correspond aucunement à des standards qu'on peut valoriser. Et donc, ça s'enflammait régulièrement, 2-3 fois par année. Alors, de part et d'autre, les gens s'interpellaient par médias interposés et c'était vraiment un dialogue de sourds et on s'en allait à la fin de la lutte, chacun de notre côté n'ayant pas fait évoluer d'un iota le débat. Et c'est une frustration très profonde qui m'a amenée à dire qu'est-ce que ça donne. C'est d'une stérilité sans nom. Et comment pourrions-nous, sans parti pris nécessairement, sans générer un éclairage qui provient de diverses disciplines scientifiques, sciences humaines, qui va nous faire avancer, qui va nous faire évoluer, amener un peu justement de fertile, un peu d'ensemencement fertile, pour qu'il y ait une écoute, puis qu'il y ait de réels échanges qui vont nous faire évoluer. Comme je vous dis, l'idée, c'était pas d'endosser tout ce qui se fait comme étant merveilleux ou au contraire, bon, voilà, mais au moins, c'est vraiment c'est la pulsion, mais qui est venue d'une frustration profonde, d'une lassitude de ce débat-là stérile, récurrent, mais aucunement... c'est ça, il n'y avait pas aucune évolution là, dans ce qui peut se passer. Alors, mais parce que, et là, tu l'as bien dit, il ne s'agissait pas de faire la promotion en tant que telle d'un style de l'humour, d'humour, ou même de l'humour, mais de regarder l'humour, de le prendre au sérieux dans une certaine mesure, et de pouvoir justement considérer ce que ça peut faire, qu'est-ce qui motive, oui, etc. Ça revient à la question place-fonction dans la société. Quel miroir de nous-mêmes ça nous apporte? Alors, il n'y avait pas le parti pris de on est pour, on est contre. On ne peut pas être pour ou contre. Une couleur de l'expression qui est fondamentale même dans nos vies personnelles. C'est un mécanisme d'adaptation, de résilience, de socialisation. Mais est-ce qu'on peut en faire un corpus ou en faire... Comment ça parle de nous? Ouais. Alors, en tout cas, il y a diverses facettes selon les disciplines qui s'y penchent sur ce sujet-là. D'autant plus qu'à travers le monde, il y a des départements de Humor Studies, alors, c'est un sujet académique ou de réflexion ou d'analyse on met l'objet sous le microscope, mais ici, en tout cas, il y avait une espèce de magma un peu indifférencié qui c'est ça, qui apportait pas de considération, qui allait nous faire comprendre ce que cette place-là, cette fonction-là fondamentale de l'humour, puis comment on peut la saisir. Mais Lucie, dis-moi, je te pose la question, elle me vient à l'esprit.
à ton avis, et puis en tant que chercheur ou chercheuse, je ne sais plus très bien lequel, ou ze, Comme tu dis. euh, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a, je vais le dire comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés à, qu'est-ce qui explique ça, à prendre l'humour au sérieux? Pourquoi est-ce que, tu sais, Louise parle de réticence. Mhm. As-tu remarqué ça? Tu constatais ça? Oui. Oui, la raison pour laquelle je disais d'entrée de jeu que moi, j'avais sauté dans le train en marche quand Louise a proposé de créer un observatoire de l'humour où elle ferait se rencontrer les théoriciens ou les gens, les chercheurs en humour et les praticiens, c'était justement parce que moi, ça m'intéressait de répondre à une question fondamentale au Québec. On s'entend, là, l'humour est universel, mais au Québec, la question que je me posais, moi, c'est comment se fait-il que dans un bout de planète où on a le plus d'humoristes par tête de pipe, il y a aussi peu de recherche organisée, structurée, qui se fait sur l'humour. Et quand Louise est arrivée avec ce projet-là, je me suis dit, tiens, c'est la solution. Et en plus, Louise et Robert Hurd, on doit le dire, ont été visionnaires et très originaux parce que, en général, si on regarde les associations internationales pour l'étude sur l'humour, on ne fait pas se côtoyer les théoriciens et les praticiens. Et c'est un gros, gros défi. On doit remercier les fondateurs pour ça parce que Louise parlait de son livre « J'ai rencontré le mépris » qu'elle va écrire. Je peux dire, moi, je parlerais plutôt d'incompréhension de part et d'autre entre disons, les intellectuels qui travaillent sur l'humour et les praticiens qui le font, qui nous le donnent à entendre. Parce que on l'a vu dans les colloques, Louise mentionnait qu'elle avait organisé des colloques et il y a eu des discussions, il y a eu des flamèches, il y a eu des frustrations de part et d'autre parce que les intellectuels arrivent avec leurs gros sabots d'analyse et les praticiens n'aiment pas toujours ça. Et les praticiens n'aiment pas plus se faire et les intellectuels, les chercheurs n'aiment pas non plus se faire rabrouer par les humoristes parce que dans un colloque sur l'humour, là, comme Louise a beaucoup de pouvoir auprès des humoristes qu'elle a contribué à former, il y en a beaucoup. Alors, ils occupent la place congrue des colloques et ils sont payés pour avoir le sens de la repartie. Alors, nous, on arrive avec nos petites théories et quelquefois, ça fait vraiment des discussions. Louise, tu parlais tout à l'heure du statut d'artiste. Est-ce que c'est un art? De mémoire, là, on avait eu une discussion qui n'a pas abouti parce qu'on n'avait pas le temps et les esprits étaient assez échauffés, mais on se posait la question justement, est-ce que l'humoriste est un artiste? Pour moi, ce sont des questions fondamentales qui débordent des thématiques abordées par les humoristes, qui débordent toutes sortes de choses, mais qui touchent fondamentalement le rôle que joue l'humour, et là, je vais dire au Québec particulièrement, parce que c'est vraiment frappant. Les humoristes ont des statuts de stars ici, et ils ont un pouvoir, ça je l'ai déjà dit ailleurs, mais ils ont énormément de pouvoir, un pouvoir d'influence sur la société. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Il y en a qui résistent. Les chercheurs vont peut-être quelquefois dire, il y en a qui optent pour la facilité, là, les humoristes vont se rebiffer, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez à nous critiquer? Vous venez voir nos spectacles et arrêtez de chialer avant de savoir de quoi vous parlez. Donc, moi, ça, là, ce bouillonnement-là qui n'est pas toujours confortable, hein, c'est assez malaisant par moment. Moi, je le trouve extrêmement important. C'est un débat qu'il faut placer sur la place publique. Ce sont des choses dont il faut discuter. Et à l'Observatoire de l'humour, on n'est pas dans le confort, on s'affronte, on se confronte, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette volonté justement de faire avancer la recherche en humour, parce que vous deux, vous parliez des programmes d'Humour Studies, le Québec est en retard de 25 ans là-dessus. Il n'y a pas encore de département comme ça. On n'a aucun spécialiste d'humour dans aucune université. Suivez mon regard et entendez mon message, alors qu'on a de plus en plus de jeunes qui sortent avec des doctorats dans le domaine précisément et qui en auraient long à dire et qui auraient une contribution extraordinaire à apporter au discours universitaire général. Là, on dirait que je fais un sermon pour la cause universitaire, mais en tout cas, c'est mon sentiment sur cette question-là. C'est super intéressant de vous entendre parce qu'en plus, moi, ça me fait réfléchir parce que je viens de déposer une thèse sur la question de l'humour et j'ai aussi, dans une autre vie antérieure, fait de l'humour aussi. Alors, j'ai été un peu des deux côtés de la clôture. Et de vous à moi, entre vous et moi,
quand j'ai cherché un sujet pour ma thèse, la question de l'humour était présente à mon esprit, mais je n'osais pas y aller de cette direction parce que je me disais, va-t-on me prendre au sérieux? Est-ce qu'on va... C'est politologue en sciences politiques, alors que les raisons de réfléchir sur les liens entre l'humour et la politique, ils sont multiples, ne serait-ce que par la caricature, par exemple, évidemment. Et là, ben, avec les années, bien sûr, bon, je suis content d'avoir choisi cette voie, mais je me rappelle, entre autres, d'avoir eu des discussions avec des collègues et entre autres à une table avec d'autres chercheurs. On ne se connaissait pas, et on parlait chacun de ce qu'on faisait. Et on me demande, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je dis, ben moi, je fais une thèse, je réfléchis sur les effets de l'humour, sur certaines attitudes politiques. Et la personne à qui je parle me regarde et me dit, mais on ne peut pas faire ça. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous cherchez, l'humour? C'est quoi l'humour? Je veux dire, voyons donc, à la limite, ça n'existe pas. Je veux dire, et ce qui m'amène quand même à une question que j'ai notée. Là. Et deux questions. Premièrement, je ne sais pas si on peut la poser comme ça, mais est-ce qu'il faut encore justifier le fait qu'on s'intéresse à l'humour de façon sérieuse? Comment se fait-il qu'on est encore obligé de se justifier là-dessus, alors qu'on devrait être à l'avant-scène, on pourrait même dire à l'avant de la planète là-dessus? Deuxièmement, est-ce qu'il faut à tout prix définir l'humour encore? Je veux dire, même si ça fait des décennies qu'on se triture l'esprit à le faire. Là. Louise, tiens, on va commencer encore par toi. Là. Bien, en tout cas, j'ose croire qu'on avance. Puis effectivement, on voit de plus en plus récemment des adhésions comme membre de l'Observatoire. J'ai vraiment le sentiment, puis toi-même, Emmanuel, tu pourras peut-être, tu nous as partagé là, une discussion que tu as eue il y a quelques années, puis versus là, enfin, en tout cas, tu t'es engagé dans cette voie-là, comme tu le dis, et tu l'as terminé. Peut-être que toi-même, tu as pu percevoir une évolution dans le cadre académique, la réception qu'on pouvait y avoir. J'ai l'impression que les résistances dans le milieu universitaire, puis que ce soit même quand c'est ça, j'ai fait mon MBA, j'ai fait mon mémoire sur l'humour en entreprise. C'est des grands sujets à travers la planète, humor and leadership, humor and management, qu'on prenne à peu près n'importe quelle discipline ou champ d'études. Il y a un lien, puis il y a une compréhension parce que l'humour, autant effectivement, il y a le côté artistique. Est-ce que c'est un artiste? Je vous soulignerai d'ailleurs la bonne nouvelle suivante. C'est que, mais c'est tout frais, dans mai dernier, ce n'est qu'en mai dernier que le Conseil des arts et des lettres du Québec a reconnu l'humour comme une discipline, alors qu'il y en a 28, à peu près si je ne me trompe pas, là, qui sont répertoriés. Et après des démarches de plus d'une décennie, ils ont accepté d'inclure, ils ont accepté de permettre aux créateurs en humour de déposer des projets de création et de les soutenir. Puis encore là, c'est une phase exploratoire pour une année, mais je pense que là, on devrait être en selle là, on devrait être inscrit dans le ROC. Alors pour moi, c'est un indicateur, à tout le moins, cette réflexion-là a évolué, en tout cas, évolue encore, il y a encore de la place. Puis j'ose même vous partager une chose, peut-être que c'est impertinent de ma part, mais j'ai reçu de l'Ordre du Canada en 2016. Au-delà, puis je ne veux pas parler de ma petite personne, pour moi, encore là, c'est un symbole, puis c'est au niveau national, de l'importance de cette maison, de cette école-là, qui a été d'ailleurs pionnière. Je veux dire, on a été pionniers en mettant ça. Alors, pour moi, c'est des indicateurs que les perceptions évoluent. Oui. Puis en tout cas, ça dépend de quel côté, mais je ne veux pas nécessairement rester juste du côté aussi artistique. Notre corpus peut être effectivement ceux qui en font une profession, puis étudier les contenus, mais c'est aussi à une autre échelle, ça va être en psychologie aussi. Freud s'est penché là-dessus. Il y a des choses aussi. Les philosophes se sont penchés sur l'humour. Puis effectivement, on peut avoir des arguments, comme j'ai déjà entendu quand je suis allée pour essayer d'obtenir la reconnaissance de l'humour au Conseil des arts et des lettres du Québec, de me faire dire, bien, Madame Richer, il y a de l'humour en danse. Écoutez, Pierre Lapointe a de l'humour dans ses chansons, puis on le soutient, comme une volonté, là, des espèces de voies de contournement.
Mais aussi, on peut y aller de façon plus pragmatique. L'objet d'humour, on le connaît. On sait de quoi on parle aujourd'hui. Il peut y avoir de l'humour dans les arts visuels, mais quand on parle d'un humoriste, il y a quelque chose de circonscrit aujourd'hui. C'est pas une notion qui est c'est pas nébuleux, là. Il n'y a pas un brouillard autour de ça. À partir de ce moment-là, c'est peut-être pas pertinent ce que je partage là, mais ça peut s'étudier du côté des artistes, ça peut s'étudier dans le milieu du travail, ça peut s'étudier en psycho, ça peut s'étudier en train de l'absorber et de reconnaître, je reviens à ma notion de mécanisme fondamental d'adaptation, c'est quelque chose qui nous aide à vivre compte tenu de notre finalité de mortel. En anthropologie aussi, on a étudié l'occurrence de l'humour, puis de voir à quel point c'est un élément de socialisation puis de grégarité éventuellement. Bon, alors je m'arrête là, mais effectivement, il y a lieu, c'est fabuleux. C'est pas un non-sujet. C'est particulier que c'est une chose dont on ne parle pas, tu sais, comme même en politique. Hier, on recevait à l'école Alexandre Boulris, puis il parlait des stratégies là, de fréquenter la soirée est encore jeune, aussi des choses comme ça, Infoman. Il y a une analyse qu'ils font, puis c'est en lien avec l'émotion. Alors, c'est intéressant tout ce qu'on peut, espèce de même nuage sémantique là, qu'on peut. Et c'est d'une richesse inouïe. Là. Oui. Alors, je pense que je n'ai même pas répondu à la question, mais oui, je pense que ça évolue, puis il y a une valorisation globale et académique et des instances gouvernementales ou des intellectuels aussi. Alors, ça devient de plus en plus un sujet. Puis là, ça s'en vient, j'espère, avec des lettres en néon qui vont... Oui, comme à l'époque de Claude. Des artisans tellement importants, en tout cas. Voilà. Bien, écoute, oui, je peux te rassurer, tu as répondu à la question, tu as beaucoup répondu à la question. Et, non, pas trop, parce que je pense que tu as abordé des éléments, vraiment plusieurs éléments importants qui démontrent et témoignent de la profondeur de l'humour. Puis là, bien, Lucie, je te la pose à toi aussi la question. Est-ce que c'est encore important de définir? Est-ce qu'il faut encore définir ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est encore un passage obligé? Écoute, ça peut être un passage obligé, mais on ne s'en sortira pas. C'est un passage sans fin. Je pense qu'il faut simplement aller vers ce qu'on a envie de faire. Vous savez, moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat il y a 3 millions d'années, d'étudier en littérature l'humour chez les femmes, ça ne passait pas du tout. Alors, j'ai dit, OK, je vais travailler sur l'ironie, parce que là, l'ironie, Kierkegaard a écrit sur l'ironie, et là, c'était beaucoup mieux reçu. Alors, moi, j'ai passé ma carrière à faire la différence entre humour et ironie. Je m'étais fait une définition maison, mais ça, c'est oiseux comme débat, parce que je pense que la résistance, elle vient aussi, et c'est très dommage de le dire, mais elle vient un petit peu d'une sorte de tradition anti-intellectualiste au Québec. Là. On n'aime pas ça, la pensée. On a peur de la réflexion. Et en plus, on s'imagine que quand on parle d'analyser l'humour, on va analyser seulement l'humour sur scène. Parce que, oui, même Louise, à l'école de l'humour, vous formez des humoristes qui vont faire de la scène, mais vous formez des scripteurs, vous formez des metteurs en scène et des metteuses en scène. Il y a toutes sortes d'aspects à l'humour dont on ne tient pas compte parce que pour bien des gens, humour égale humour sur scène. Et ce n'est pas que ça. Alors, toute la construction d'un texte sur l'humour, toute l'analyse d'un texte qui est construit sur l'humour, ça, c'est très important. Puis quand je parle d'anti-intellectualisme, là, moi, je n'en revenais pas, ça fait longtemps de ça. J'avais entendu une entrevue avec François Léveillé. François Léveillé se moquait un peu du fait que lui-même avait fait une maîtrise. Et Louise, tu me corrigeras, mais je pense que c'est en anthropologie. Je ne suis pas certaine. Et là, tout le monde se gaussait de ça sur le plateau. Je ne sais plus quelle émission. Mais moi, je m'étais dit, j'étais un peu choquée de ça parce que je m'étais dit à moi-même, toi, mon gars, si tu es capable de construire un texte qui se tient, c'est parce que toute une réflexion intellectuelle, OK, tu es en anthropologie tant que tu voudras, mais ça te permet d'avoir une pensée faite, un peu Boucard Diouf. Hein, lui qui ne fait pas secret de sa formation universitaire, ben, ça donne des textes qui sont construits aussi. Et là, je ne dis pas que les humoristes en stand-up ne construisent pas leurs textes. Comprenez-moi très, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on parle de réfléchir sur l'humour, et je peux le comprendre jusqu'à un certain point, on se dit, ben c'est comme se faire expliquer une joke, ce n'est pas drôle. Mais c'est pas du tout ça. C'est qu'on explique, par exemple, le succès de tel humoriste dans un tel mouvement donné, à un tel moment donné aussi.
comment se fait-il que ça... Là, on le voit partout. Bon, il y a une question de stratégie de marketing, on comprend, mais il y a des discours qui sont plus porteurs que d'autres. Il y a des sujets qui sont plus porteurs. Alors, on les analyse comme ça. Et aussi, l'étude de l'humour à l'université, Louise, tu parlais de tous les champs possibles que touche. En fait, l'humour, il est partout. Tu as nommé quelques champs, mais c'est à l'infini. Bien, c'est justement, c'est que c'est tellement important de le ressentir et de l'analyser qu'on a l'impression qu'on ne comprendra pas. Vous savez, il y a des gens qui vont dire « ça c'est intellectuel, je ne comprendrai rien ». Non, non, non. Quelqu'un qui parle très bien de l'humour, qui sait de quoi il parle, va être capable de montrer comment ça se gère, comment ça se comprend, comment on peut faire le tour d'un sujet dans une discipline donnée. Et c'est pour ça, moi, que j'ai envie de dire, s'il y a des jeunes aux études qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur d'assumer cette volonté-là de travailler sur l'humour parce que justement, Emmanuel, tu parlais de ta thèse que tu viens de déposer. Il y en a qui sont dans ce domaine-là et qui se posent toujours la question. C'est une question qu'il ne faut pas se poser. L'humour, c'est intéressant, mais il va toujours avoir des obstacles pour tout ce que Louise vient de dire, tout ce que je viens de dire, parce que c'est comme si on n'était pas encore prêt à considérer cet aspect-là de l'existence qui est partout, mais qui est à la fois insaisissable. Parce que, Emmanuel, tu disais, est-ce qu'il faut définir l'humour? Là, ça, je te dirais, là, pour en avoir lu de la théorie, là, il y a autant de types d'humour et de définitions qu'il y a de livres là-dessus, de théoriciens. Tout le monde y va avec son angle d'analyse, si on veut. Mais on sait tous à peu près ce que ça veut dire l'humour. Mais maintenant, justement, les recherches sont là pour nous montrer, OK, voici les différences. Quand je parle d'ironie, qu'est-ce que ça veut dire? Une satire, c'est quoi? Et en anthropologie, ça veut dire quoi? Pourquoi le rire, on dit que c'est le propre de l'homme? Toutes ces choses-là, elles sont encore à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais pas au Québec. Mm-hmm. Je reviens là-dessus, je vais enfoncer le clou. On a le matériau, on a les conditions gagnantes, bien, il faut y aller. Oui, c'est super intéressant ça aussi, parce que Louise, est-ce que tu allais ajouter quelque chose? Oui, c'est parce que je trouve ça tellement fascinant pour Lucie, puis on se côtoie depuis longtemps. Lucie, moi, j'ai parlé du regard que, intellectuel, parce que c'est sûr que l'humour est un art populaire. Comment ce positionnement-là qui a l'air antagoniste, là, des intellectuels d'un bord puis les jokers de l'autre, là, soit, mais en tout cas, là, je vais nommer une chose que, tu sais, autant on a pu sentir que les intellectuels pouvaient valoriser la grande musique, les arts dits plus élitistes, mais c'est sûr que d'où on vient, où on est, la prise de parole, puis l'identité qui s'est manifestée à travers, puis je pense à la langue, je pense à Michel Tremblay, mais je pense aussi à tout cas, l'avènement, on pense à Yvon Deschamps, à Clémence, des choses comme ça, mais c'est une appropriation qu'on a fait de notre identité avec notre langage et il y a un moment donné, peut-être, il y a eu cette espèce de cloison-là entre les arts plus élitistes soutenus par les intellectuels. Puis je ne sais pas à quel point il y a une pensée anti-intellectuelle, ou peut-être de moins en moins. Puis probablement, tu fais référence, entre autres, les livres qui ont été faits sur les cyniques ou sur RBO. Des fois, il peut y avoir... effectivement, un peu de résistance, mais j'ai le sentiment que ça évolue. Peut-être les intérêts des praticiens ne sont pas parfaitement les mêmes que l'intérêt des chercheurs ou des intellectuels. Ça, je pense que c'est pas ça le problème. Puis à la fois, je reviendrai sur un petit élément de l'ensemble. Moi, je trouve qu'il y a pas un mouvement, appelons ça ainsi, là, justement à travers les podcasts qui existent de plus en plus. Il y a une introspection de la part, je trouve, des créateurs en humour sur leur travail qu'il n'y avait pas avant. On n'en parlait pas. Puis tu te souviendras, Lucie, justement, le premier colloque, l'humour qu'est-ce que ça donne. Justement, il y avait une réflexion, puis il y avait Chapelot, puis il y avait Dufort, notamment, qui était là. Puis c'était Jean-Hermann Guy qui était là, comme journaliste. Oui, c'était Germaine. Et d'un bord, il y avait les journalistes intellectuels qui disaient « Vous avez du pouvoir, vous avez une influence. » Et ça, les praticiens n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas cette conscience-là de dire « Ils ne voulaient pas avoir la responsabilité
de l'influence ou du pouvoir. Mais ça, c'était fascinant d'entendre. Puis en même temps, pour moi, tu regardes le jeu puis tu vois que c'est ça. Qu'est-ce qu'un assume, qu'est-ce que l'autre voit dans son analyse, observe. Puis à la limite, je pense pas que c'est grave, mais c'est intéressant en tabarnouche d'en parler. C'est super intéressant. Et là, au moment où on se parle, moi qui viens justement de terminer une recherche là-dessus, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs membres de l'industrie de l'humour au Québec. Et s'il y a un truc qui ressort de ça, c'est encore, je pense, cette difficulté de la remise en question de ce que peut faire l'humour, par exemple. Et ça, j'ai senti ça un petit peu. J'ai senti qu'on avait un peu l'impression, la perspective que ça ne peut faire que du bien, hein, que ça ne peut faire que du bien. Et en ce qui me concerne, j'en suis effectivement. Puis, et une des raisons qui a été un des moteurs de ma recherche en humour, une des questions qui était au cœur de ça, c'était toutes les tensions qu'on vit au Québec depuis un bout de temps quand même, mais qu'on a vécu particulièrement, par exemple, depuis les accommodements raisonnables, etc. C'est-à-dire toutes les blagues sur certaines communautés, sur des questions de diversité culturelle et religieuse, etc. Et au cœur de ma questionnement, je me disais, on dit souvent que l'humour rapproche les individus, rapproche les communautés, etc. Je me suis dit, c'est possible que ça fasse le contraire. Oui. Et un de mes exemples que j'avais à l'esprit, c'était Yvon Deschamps. Yvon Deschamps on ne va pas remettre, en tout cas moi en ce qui me concerne, la question de sa pertinence et de la qualité de son œuvre, loin de là. Mais ce que je remettais en question dans mon esprit, c'était j'ai souvent présumé des effets, des discours d'humour, notamment d'Yvon Deschamps, sur un paquet de trucs dont il a parlé, en présumant qu'il ne contribuait que, pas dire qu'il ne contribuait que positivement, mais qu'il suscitait une réflexion qui pouvait rapprocher, etc. Puis je me suis dit, est-ce que c'est possible que le contraire? Est-ce qu'il est arrivé parfois que des gens auraient été confrontés à que ce soit l'humour de M. Deschamps ou à d'autres personnes, et qu'on sorte du spectacle avec des stéréotypes endurcis. Et bien sûr, dans ma recherche, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, oui, c'est possible, mais à certaines conditions. Les effets directs d'une communication, d'un discours, que ce soit à travers un discours informatif, que ce soit en parlant de peur, que ce soit en utilisant l'humour, ça prend des facteurs conditionnels. Et j'ai remarqué dans mon cas, par exemple, que, particulièrement dans le cas de la majorité québécoise, qu'un des facteurs était la participation religieuse. C'est-à-dire que plus on a un intérêt, plus on participe religieusement, si on est catholique, parce qu'on s'adresse à la majorité catholique, plus on pourrait être affecté par des stéréotypes véhiculés dans les discours. Une thèse un peu bizarre, on dirait un peu particulière, mais est-ce que ça, est-ce que vous avez noté ça, pas nécessairement sur le point de la religion, mais sur d'autres aspects? Est-ce que vous avez remarqué des réflexions, des craintes sur justement l'effet des blagues, de ce que ça peut faire, de ce que ça peut créer, le contraire un peu de ce qu'on veut faire en disant on rapproche tout le monde, il n'y a rien de mieux qu'une bonne joke pour détendre l'atmosphère? Mais là, Lucie? Emmanuel, là, tu touches à plusieurs choses, puis je dois dire que la question présente plusieurs volets, parce que je te dirais que, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Yannick Lévitz, il disait, on trouve les choses de moins en moins drôles au fur et à mesure qu'elles s'approchent de plus en plus de drames personnels et tout ça. Donc c'est très clair. Et je dirais que ce que tu évoques, en termes de littérature, on appelle ça l'horizon d'attente. C'est-à-dire reprenons l'exemple de Yvon Deschamps, OK? Dans les années 60, on le recevait d'une certaine façon. Dans les années 70, 80, 90, on le reçoit d'une autre façon. Pourquoi? Parce que la société change. La société évolue. La société a un autre discours général et à un moment donné, le discours de l'humoriste, lui, parce qu'il a été enregistré, il est figé dans le temps. Donc, on ne fait pas la même lecture ou la même écoute, selon le cas, d'un texte humoristique selon qu'on se situe à un point ou à un autre de l'histoire, de notre histoire personnelle et de l'histoire du Québec d'une façon générale. Donc, c'est pour ça que,
si on fait des blagues sur l'islam maintenant, on est sûr qu'on va faire réagir. Mais si on regarde ça dans les années 60, ben évidemment, moi, j'étais trop jeune même pour savoir connaître l'existence de ça. On était catholiques tricotés serrés. Ben, ça fait partie des changements. Alors, à ce moment-là, il faut se poser la question. Et on parle aussi beaucoup maintenant de microagressions et tout ça. Donc, il y a une sensibilité, une susceptibilité. Et là, toute la question, parce que je n'ai pas de réponse à cette question-là, alors je vous la lance comme ça, tout uniment, c'est de savoir comment on la juge, comment on ose aller à l'encontre, comment on ose aborder certains thèmes tabous. Et ça relève aussi, si on parle strictement de l'humour sur scène publique. Dans les écrits, c'est autre chose, là. Mais ça relève aussi quelquefois chez les humoristes, je pense, d'une certaine stratégie. Si je fais des blagues là-dessus, je suis certaine qu'on va en parler. Si je ne fais pas de blagues là... Ouais. Donc, tout le positionnement, il y a aussi cette partie-là, moi, je trouve, parce que là, évidemment, je vois Louise qui réagit, mais moi, je parle du point de vue intellectuel. Moi, je suis là, j'écoute les humoristes. Moi, quand je vais voir un spectacle d'humoriste, là, hein, je suis bien fatigante parce que j'ai mon calepin, j'ai mes notes, et en tant que féministe, je pointe. Ah, ça, tu viens de faire une blague sexiste, mon gars, c'est la 8e en 10 minutes, arrête. Bon, mais tout ça, ça fonctionne, là. Mais en même temps, nous, on est des empêcheurs de faire des blagues en rond. Ben, c'est un rôle que j'assume. OK, l'humour, j'aime ça, c'est mon terreau de recherche, mais attendez pas à ce que je sois complaisante. Pas du tout. Non, non, mon rôle, moi, c'est de replacer ça. Et j'ajouterais, avant de laisser la parole à Louise, qu'on parlait beaucoup de la résistance intellectuelle, mais je pense que cette résistance-là, elle est en train d'être abolie, sinon beaucoup, beaucoup amoindrie par les études culturelles. Okay? D'aucuns vont dire, oh, ça n'existe plus. Moi, je pense qu'au contraire, les études culturelles, c'est justement le domaine où on fait le pont entre ce que Louise présentait comme élitiste et ce qu'on dirait plus populaire. Parce que pour les études culturelles, l'élitisme et le populaire, ça a le même intérêt, ça présente les mêmes intérêts de recherche parce que justement, on n'est plus dans la posture élitiste, on est dans la posture, on regarde ce qui se passe et on analyse, c'est tout. Mais c'est sûr qu'en tant qu'universitaire qui s'intéresse à l'humour, je serais toujours beaucoup plus sévère, ça c'est clair. Mais c'est ma job, je suis payée, ben, j'étais payée pour ça. Là, je suis retraitée, ça fait que je le fais bénévolement. Mais tu vois, et Louise, avant que tu nous dises quelque chose, je prends exemple, hein, parce que tu assumes pleinement cette tension-là. Et Louise le disait au début, hein, je veux dire, la difficulté de concilier, est-ce qu'on est du côté plus intellectuel, plus théorique, plus de la recherche, ou on est plus praticien, etc. Et un peu l'impression de regarder ça puis de dire, ben voilà, moi j'observe et puis j'ai comme l'impression que ça peut faire tel truc, où l'humour peut avoir telle fonction, etc. L'assumer comme tu le fais, Lucie. Moi, de mon côté, ça a été une tension. Ça a été une tension de me poser la question, est-ce que ce que je constate, je le dis, sachant que des personnes dans l'industrie de l'humour pourraient se dire « Hey, wow, là, c'est pas vrai, je fais pas ça, c'est pas ça que je... » Et ça, c'est pas évident. Louise, tu allais dire. Ben, plein de petites choses. Je ne sais pas à quel point, en tout cas, je ne veux pas réagir à chacun des éléments, mais surtout maintenant, je vois mal, en tout cas, que ce soit une stratégie explicite de quelqu'un, dire je vais parler de tel sujet, puis on parlera de moi. Moi, je ne le vois pas comme ça, pas dans faire parler de soi, parce que on se retrouve aussi dans il y a une question de prise de risque dans ce qu'un humoriste fait, ou en tout cas assume de parler d'eux. C'est une prise de risque, une gestion de risque. Je pense qu'aujourd'hui, en ces temps actuels, où notre société, la démographie a changé dans la mouvance de MeToo. Ce matin, j'étais à l'émission de Patrick Huard, le Latour, avec Pierre-Luc Fong puis Phil Leroy. Et puis la fameuse question, on n'a plus le droit de rien dire. N'en était pas. Là. Leur posture n'était pas celle-là. Puis qu'aujourd'hui, la responsabilité de la prise de parole fait en sorte qu'il faut que tu t'intéresses aux enjeux sociétaux puis qu'ils fassent partie de ta réflexion dans tes choix de thématiques, comment tu les abordes. Puis j'ai l'impression qu'ils ne sont pas flottants, là. Je veux dire, ce qui est en train de se passer ici, maintenant,
plus que jamais, puis la sensibilité qui devient, j'allais dire même à raison épidermique, ils en sont conscients. Alors, ils se questionnent plus comment puis-je l'aborder, comment puis-je m'informer, puis ce que Phil Roy disait, il dit, on manque d'écoute. C'est ça qu'on a peut-être, c'est le tort qu'on peut avoir eu récemment, mais aujourd'hui, je les sens sensibles, puis ils s'en vont pas de façon frontale, puis qui même me suivent, puis ils parleront de moi, puis c'est merveilleux. En tout cas, moi, c'est pas la perception que j'en ai, puis c'est pas la perception que j'ai à l'école de l'humour. Puis on le voit là, même avec le N-word, des choses comme ça, c'est partie prenante des discussions. Mais est-ce que c'est... génération, il y a un choc, mais on est là pour en parler. Je pense pas que c'est pas un artiste ou un créateur qui est au-dessus de tout puis qui ne recherche que l'attention puis les spots, l'éclairage médiatique. En tout cas, moi, c'est pas du tout le sentiment. Puis Lucie, tu te dis, moi, je serai pas complaisante. J'espère que tu seras pas complaisante. Non, mais moi, je pense quand même qu'une partie... Tu viens de dire le mot que je trouve fondamental, c'est prise de risque. Parce qu'il y a déjà été justement une question dans un des colloques où on posait la question aux humoristes, quel est votre rapport à la prise de risque? Et c'était très intéressant de voir à quel point les humoristes ne s'avançaient pas là parce qu'il y en a un dont j'ai tairé le nom qui a carrément dit « Mais moi, mon public est habitué à telle chose, je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose. » Donc, tu sais, il y a cet aspect-là. Je comprends parce que là, tu nommes des humoristes qui sont très jeunes et il y a toute une relève en humour qui est obligée de composer avec ce dont on parle. Mais moi, je te parle de quand même de certains mécanismes qu'on a vus à l'œuvre. Aller taper sur quelqu'un ou sur quelque chose, oui. Là, ça fait du bruit, puis on ne sait pas trop. Puis, tu vois ce que je veux dire? Je le vois, puis ça encore, taper sur quelqu'un, l'humour bitch, ou là, tu sais. Je pensais ce matin, justement, pour me préparer à l'autre émission. Là, je repensais en 2000 avec la sortie de Daniel Pinard. Oui. Sur Piment Fort. Et écoute, ça a fait évoluer les choses, là. Piment Fort s'est arrêté pas longtemps après, puis l'humour bitch, ou de façon récurrente, et acharné, je dirais même, c'était de l'acharnement. Ben là, aujourd'hui, ça passe plus. Puis quand il y a eu une nouvelle édition de Piment Fort, on n'est plus à attaquer la même personne qui est notre même tête de turc. Je me dis, je devrais pas, j'ai-tu le droit de dire ça? C'est con, sincèrement, je me posais la question. Effectivement, c'est une réflexion importante, c'est une réflexion intéressante. Non, puis je niaise même pas. Là. Oui. C'est une cible... puis vraiment, ça devient presque accessoire ce que la personne a fait. Là. Mais aujourd'hui, ça passe pas, puis l'évolution est encore là. Puis ce sont des transitions, puis à ce moment-là, on parlait plus d'homosexualité, puis les jokes de tapette, puis tu sais, il y a quelque chose qui a changé. Puis aujourd'hui, des fois, je trouve qu'on a tardé en humour à embrasser certains enjeux. Ben oui, ben c'est exactement. On l'a vu au théâtre, on l'a vu ailleurs, puis on voit les enjeux de santé mentale, puis même des homosexuels, humoristes. Oui. Et là, je trouve ça fascinant, puis il y a beaucoup plus d'expression de la vulnérabilité aujourd'hui, beaucoup chez les garçons. Mais j'ai l'impression, et là, je vois le temps qui passe. Et là, il va falloir mettre fin bientôt à notre discussion, malheureusement, parce que va falloir faire une deuxième partie. Voilà. Mais si on glissait tranquillement vers une conclusion, mais sur ce point-là en tant que tel, moi, j'ai un peu cette impression-là. J'ai l'impression que cette prise de conscience, dans le milieu humoristique en particulier, demeure somme toute assez récente. C'est-à-dire que cette question-là de la responsabilité des humoristes, de ce qu'ils disent, et de leur cible, etc., j'ai l'impression que c'est quand même assez récent. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, dans mes analyses de numéros, entre autres, à la fin des années 2010 et au début des années 2010, 11, 12, là, il y avait encore plusieurs blagues assez généralisantes. Là, et si on enlevait le strict contexte humoristique, aujourd'hui, on serait étonné de voir à quel point il y avait beaucoup de sexisme, il y avait beaucoup de stéréotypes forts, etc. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quand même... C'est récent quand même. On a tardé, tu disais, Louise.
Mais du sexisme, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup, Lucie, hein? Ah oui. Puis- Moi, je parle de ma posture de féministe, là. Oui. Il y en a encore beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont intégrées et on ne pense pas les remettre en question, des blagues. Moi, je pense au domaine surtout de l'improvisation. L'improvisation, le mot le dit, c'est spontané et tout. C'est comme si c'était des réflexes tout le temps. Mhm. Il y a beaucoup de recherches à faire de ce côté-là. Est-ce que, Louise, peut-être que ça serait une belle avenue de conclusion pour cette rencontre. En humour, ce qui est fondamental, je ne me trompe pas, c'est le référent. Le référent, il est important. Est-ce que c'est pas un peu ça? Est-ce que dans le fond, il n'y a pas un peu le référent qui domine? Puis le référent, ben. Le référent, c'est pas le cliché. Ça peut être le cliché, mais c'est pas nécessairement le cliché. Moi, l'observation que je fais, je pense, qui permet l'évolution, c'est avec la segmentation des marchés et la multiplication des plateformes. Je reviens à dire l'humoriste, le one fits all, puis qui va aller, même, ça s'est déjà fait, puis aller consulter son public, savoir de quoi il voudrait que l'humoriste parle. Là. Oui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, je trouve, il y a plus de place pour plus de monde parce qu'il y a des canaux vers leur public. Fait que c'est pas, je reviens à l'humoriste qui fait plaisir à tout le monde. Et cette multiplication-là des plateformes fait en sorte qu'il y a plus de voix. Et puis dans le continuum, je pense, il y a une espèce de... C'est pas une chorale parce que des fois, en tout cas, ça serait cacophonique. Mais effectivement, il y a le champ de gauche, des postures aussi plus engagées. Ils vont trouver preneurs ou en tout cas, vont trouver leur public beaucoup plus qu'avant. Pour moi, actuellement, l'offre humoristique n'a jamais été d'une telle diversité. Et puis, en quelque part, en tout cas, l'ouverture, puis d'être partie prenante dans la responsabilisation ou la responsabilité. Je pense à un Bellefeuille qui fait 3,7 planètes. Il y a quelque chose qui se passe où le créateur se considère aussi comme un citoyen, puis un humain avec ses fragilités, avec les enjeux de santé mentale. Ce sont des choses, à la fois les gens vont parler d'eux, mais vont parler d'eux et se présenter comme des humains faillibles. Et ça, je trouve qu'il y a une sensibilité puis une ouverture qui est riche, selon moi, et qui fait en sorte que les voix se multiplient, puis j'ai l'impression qu'on navigue en tout cas, dans le bon sens actuellement. Oui, en tout cas, moi, je suis aussi de cet avis. Je constate effectivement que l'humour au Québec, la scène humoristique s'est diversifiée, certainement. On le voit aussi au petit écran. Puis effectivement, je veux dire, ces grands rendez-vous-là, là, qui étaient les galas, etc. J'ai entendu plusieurs jeunes humoristes dire, ben, tu sais, c'est plus si important. Nous, on est contents aussi, on aime bien, on est super si on passe là, mais on aime bien pouvoir développer nos créneaux à travers nos plateformes sur les médias sociaux et compagnie, YouTube, les balados, etc. Et ils le maîtrisent bien, les nouveaux humoristes. Je veux dire, ils vont dans cette direction-là. Lucie, toi, es-tu d'accord avec cette perspective-là de l'humour? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que Louise émet que l'offre est très diversifiée. Là où j'ai un bémol, encore une fois, d'intellectuel, c'est que je me dis que cette offre-là, elle est filtrée par les décideurs et les décideuses du milieu. C'est-à-dire que en tant que gérant ou gérante, est-ce que je vais encore aller plus systématiquement vers les gars que vers une fille? Est-ce que je vais systématiquement privilégier telle forme d'humour plutôt que telle forme d'humour? Parce que Emmanuel, tu parlais des nouvelles plateformes, mais il y a une chose qui est ressortie, je pense, du dernier colloque, Louis, si tu t'en souviendras. Les humoristes là, qui œuvrent sur les nouvelles plateformes étaient quand même tous unanimes pour dire c'est bien beau ça, mais pour moi, ça ne remplacera jamais la scène, le contact direct avec le public. C'est à la farce, je me souviens, c'est à la farce, mais ça fait quelques années. Puis aujourd'hui, avec la pandémie, excuse-moi, mais la migration vers le virtuel, il y a des gens qui se sont dévoilés à eux-mêmes, puis également au public. Puis je voulais juste ajouter une petite note, excusez-moi, je sais, c'est que c'est sûr qu'il y a des instances décisionnelles, mais beaucoup moins qu'avant. Selon moi, le rapport de force n'est plus ce qu'il était. Tu sais, c'est plus les programmateurs de festivals qui vont choisir puis effectivement orienter ce qu'on va entendre ou percevoir plus, parce que les gens ont une autonomie à travers les plateformes puis ils vont
eux-mêmes se développer leur public, puis éventuellement, on n'aura plus le choix d'aller les chercher. Oui. Alors, c'est un rapport qui n'est plus ce qu'il était, là. Le décideur, puis l'autre du pantin qui est assujetti à ce que... Oui. Là, ça m'encourage, Louise, parce que moi, ça fait partie de mes inquiétudes, si on veut, du point de vue, parce que l'industrie de l'humour, le mot le dit, c'est une grosse machine, c'est une grosse affaire dans laquelle j'avais l'impression que on va le dire, les jeunes talents, ça ne veut dire pas nécessairement par l'âge, mais par l'arrivée dans le milieu de l'humour, les jeunes talents étaient plus, en tout cas, cette structure-là rendait les jeunes talents plus vulnérables, si on veut. Mais d'après ce que tu me dis, ça évolue, puis c'est tant mieux. Si c'est comme ça, moi, je ne peux qu'applaudir parce que ça veut dire qu'on va avoir accès à des contenus auxquels on n'aurait pas eu accès avant à cause de toutes les instances décisionnelles. Ben, moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, je dirais, c'est un peu des deux. Ce que je veux dire, c'est évidemment, il y a comme Montréal, ou on pourrait dire les grands centres, mais beaucoup Montréal, et il y a le Québec. Évidemment, il y a des scènes humoristiques, des open mic un peu partout qui se multiplient, c'est vrai, mais quand même pour traverser et puis avoir un certain rayonnement, là, je pense qu'il faut beaucoup s'en remettre encore aux grands et aux principal producteur, diffuseur. Ça, je pense que c'est encore vrai. Du moins, c'est ce que j'ai constaté. Il y a vraiment une génération qui vont se faire dire quoi faire. Exact. Même une Rosalie Vaillancourt une Kat Levac, genre Alexandre Forêt, Colin Boudria. Arnaud Soulier. C'est des gens qui ont une quête de cohérence par rapport à leur posture fondamentale, puis ils ont une drive, excusez le mot anglais, là, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'ils ont une force, ils ont une puissance, puis ils ont une volonté, c'est ça, de consonance, par rapport... Dans le fond, oui ou non, je poserais peut-être cette question en conclusion. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans un point tournant? On est-tu dans une mouvance là, qui est peut-être là, plus forte, justement, dans un point tournant de l'histoire, de cette industrie-là, là, sur ce plan-là de la diversité, de l'offre, etc.? Lucie? Ah oui, Lucie? Ben, j'ose l'espérer. On l'espère, OK. Oui, mais en fait, moi, je suis un petit peu mal à l'aise de répondre à cette question-là parce que, par exemple, on a écouté beaucoup la télévision récemment parce qu'on était enfermés chez nous, là. Mais ce que je voyais des spectacles d'humour, pour moi, il y en avait pas mal qui étaient encore sur les stéréotypes. On est dans le basic. Puis j'aimerais juste dire, et ça sera ma conclusion, c'est que oui, c'est vrai qu'il se passe des choses sur la scène de l'humour, ça bouge beaucoup, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est encore en train de parler uniquement de l'humour sur scène visuelle. Ah, tout à fait. On a perdu de vue un petit peu, mais c'est pas grave, on ne peut pas tout couvrir. Mais simplement pour dire que ce que je vois, oui, peut-être, il y a une mutation, mais en même temps, il faudrait faire attention parce que les gens de ma génération, on n'est pas aussi plugués, disons, on va le dire comme ça, connectés sur toutes les nouvelles plateformes. Alors, à ce moment-là, le public est peut-être plus restreint pour les jeunes talents. Je dis toujours jeunes par rapport à le moment d'arriver sur la scène humoristique, là. Alors, il y a quelque chose qui... je ne dirais pas qu'il y a un fossé des générations. J'aimerais bien que ça n'existe pas, justement, parce que on ne fait pas... En tout cas, je parle pour moi, je ne fais pas partie de la génération qui est née avec l'ordinateur dans les mains, mais en même temps, les nouvelles plateformes permettent d'ouvrir sur autre chose, mais peut-être que ça ne rejoint pas nécessairement le public plus large. Est-ce que là, il n'y aurait pas un fossé générationnel entre les gens, une fois que la pandémie sera finie, qui vont encore se déplacer pour voir tel type de personne qui a réussi à avoir une scène, et les autres générations, parce qu'il y a une question dont on n'a pas parlé, et ça, c'est Christelle Paré, qui est une chercheure aussi en humour, avait mis de l'avant à un moment donné, c'est que les jeunes n'ont pas les moyens de payer les billets des humoristes, les humoristes les plus établis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi toute la question économique qui est reliée à ça, les coûts de production, les coûts du billet. En tout cas, c'est infini, l'humour, on l'a dit en partant. Il y a beaucoup de soirées d'humour, par ailleurs, puis c'est pas là qu'on se tient.
Non. Parce Bon, que mais les c'est ça. jeunes, les étudiants, il y a tellement de soirées d'humour, puis contrairement à antérieurement, où à peu près, c'était le... Excuse, je t'ai coupé, Non, Colin. non, il n'y a pas de faute, pas de faute. Mais c'est vrai, puis c'est pas l'accès au grand public, mais ça grenouille et les soirées ont maintenant leur personnalité. Que ce soit un tel qui anime ou tel autre, on n'est plus dans le même corridor où ça fit, ou combien de filles sont tombées au combat parce qu'ils ne sont pas allés plus loin, parce que C'est le ça. passage obligé des bars. Mhm. Mais là, aujourd'hui, les soirées ont leur personnalité et effectivement, c'est plus... C'est ça, la diversité peut s'afficher, puis on peut la saisir à travers ces soirées-là, mais c'est sûr que tu n'iras pas, puis moi-même, je n'y vais même pas. Ah, ben, je suis allée, moi, je me suis encanaillée, tu sais, puis c'est vraiment très intéressant. Et c'est là où je vois que le Québec est en train de faire du rattrapage. Parce que là aussi, on est en retard. Tous ces comédie clubs-là qui foisonnent partout, on n'en avait pas. Nous, ça commence, là. Mais il faut être parmi les initiés. Et moi, je vous dirais simplement, j'ai participé une fois à une de ces soirées-là. On était à peu près 15, là. Et c'était la première finissante noire de l'École nationale de l'humour. Gariana, oui. Oui, qui animait Gariana Jean-Louis. C'était extraordinaire. Et c'était que des femmes. Et moi, j'étais avec Christelle, justement, les deux seules blanches de la place. Alors, elle m'a pointé du doigt en disant que j'étais une agente de l'immigration. C'est un peu jaloux. Faut vraiment... c'est un autre type d'approche de l'humour. Et là, quand on fait les frais, elle ne savait pas que j'étudiais l'humour, heureusement, parce qu'elle aurait peut-être été encore plus sévère avec moi. Peu importe. Mais c'est vraiment une autre dimension. Mais il faut être initié, il faut que quelqu'un nous le dise, parce que c'est underground encore pour le moment. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça foisonne. Tout à fait d'accord. Comme toute bonne chose underground aussi, on veut que ça reste underground, sans ça, on ne l'est plus underground. C'est un peu ça le défi. Hein? Non, c'est comme l'avant-garde. Oui. L'avant-garde, à force d'être avant-garde, elle devient l'arrière-garde, puis ça colle. Bon. Hey, écoutez, ça a été génial. Puis, et comme tu l'as souligné, Lucie, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des humoristes. Puis c'est vrai qu'il y a tellement d'aspects dont il faudrait parler. Puis Louise, tu en as souligné beaucoup aussi, évidemment. C'est un petit peu de ma faute aussi. Invitez-moi pas la prochaine fois. Mais, Oh, non, mais On parlera pas, mais... je rappelle... Non, je m'auto-flagelle pas, là, mais tu sais, écoutez, ça a été extraordinaire. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ton initiative. Merci infiniment. Bien, ça m'a fait plaisir, écoutez. Et puis bon, ben, vous envoyez votre chèque donc à l'adresse suivante. Hey, merci beaucoup de votre temps. Ça a été vraiment généreux. Et à très, très bientôt. Merci. Merci.